Hello and welcome everyone. My name is Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Jennifer Zelmer, je suis présidente et directrice générale d'Excellence en Santé Canada et j'ai quelques petites directives dont je vais vous faire part. Alors, notez que cette séance est bel et bien enregistrée. Vous pourrez vous y référer après coup si vous le voulez, mais voilà, vous aurez l'occasion d'avoir accès à tout cela après si vous n'avez pas pu profiter de la séance d'aujourd'hui. Comme vous voyez dans le clavardage, on est très heureux de vous offrir l'interprétation simultanée en français pour cette séance. Alors, encore une fois, je le répète, si vous voulez entendre la séance en français, appuyez sur le bouton en bas à droite de votre écran. Voilà, elle le répète donc en anglais. Et si vous avez besoin de soutien, peu importe à quel moment, vous pouvez vous tourner vers notre soutien technique avec la fonction chat. Les participants en anglais vont pouvoir profiter des sous-titres en direct générés automatiquement tout au long de la séance d'aujourd'hui en cliquant sur le bouton CC Live Transcript dans le menu Zoom au bas de votre écran. Les sous-titres français ne peuvent pas être visualisés en direct, mais nous sommes heureux de mettre à la disposition des sous-titres en anglais et en français sur les enregistrements de la session. Je suis Jennifer Zelmer, je le répète, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, on voit les chiffres qui grimpent, l'augmentation du taux de participants, et ça me fait très plaisir d'être votre hôte aujourd'hui. Alors, Excellence en Santé Canada est une nouvelle organisation lancée en 2021 qui se consacre sans relâche à l'amélioration des soins de santé avec et pour tout le monde au Canada. Alors, aujourd'hui, j'aimerais débuter justement en vous expliquant que je suis ou reconnaître le fait que nous sommes en réunion sur une terre que j'ai habitée, qui a été habitée par des peuples autochtones depuis le début. Alors, je sais, j'ai appris parce que je travaille, j'œuvre, j'habite ici. C'est un lieu de rassemblement, de connexion, de conversation, d'échange depuis des milléniums. Alors, grâce à ce mécanisme virtuel aujourd'hui sur ce webinaire, on va continuer cette tradition, mais dans un format davantage technologique. Alors, notre série Plein Feu est l'occasion pour nous d'avoir des conversations structurées et d'explorer des solutions. Comment, ensemble, nous pouvons trouver des solutions qui durent, qui perdurent, tandis que nous travaillons ensemble pour façonner la qualité et la sécurité des qualités de soins de santé ici. Alors, notre thème aujourd'hui, un milieu sûr et à l'écoute. Nous voulons vraiment améliorer les choses pour tout le monde impliqué. Lorsqu'il y a des préjudices évitables qui ont lieu, il y a toujours le risque de blâmer ou de créer un sentiment de honte et de créer davantage de préjudices ou de torts, ce qui peut mener à une culture de peur qui décourage toute forme de transparence. Alors aujourd'hui, nous allons entendre parler d'expériences de la part des patients, d'êtres chers, de prestataires de soins de santé, de tous ceux qui sont impliqués dans l'organisation de systèmes en faveur de la sécurité et de la qualité afin de mieux comprendre des facteurs qui contribuent, dans ce cas-ci, à des incidents de sécurité en matière de soins en médicaments. Il y a aussi ce qu'on appelle le World Safety Day, Journée mondiale de la sécurité, qui va se concentrer sur ce domaine. Et aussi ce que nous pouvons faire pour créer un soin plus sûr pour tout le monde impliqué et une culture, je reviens, qu'on appelle un milieu sûr et à l'écoute pour mieux comprendre ce qui se passe et comment on peut éviter des préjudices dans l'avenir. On vous invite à soumettre vos questions, vos commentaires en anglais ou en français dans la boîte clavardage. Je vais faire de mon possible pour aborder toutes les questions. Alors, tandis que nous embarquons et entamons notre webinaire, je comprends que certains des sujets que nous allons aborder aujourd'hui sont difficiles. Et évidemment, nous voulons que vous vous sentiez bien du point de vue psychologique. Alors, nous ajoutons des ressources en santé mentale dans notre clavardage. Gardez-les autour de vous parce qu'il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui a de la difficulté et c'est toujours mieux d'avoir des points de contact possibles à l'horizon. Sans plus tarder, tandis que je vous présente nos orateurs d'aujourd'hui, je vous invite tous à vous présenter dans la boîte de discussion alors on se connaisse un peu mieux les uns les autres et aussi à fournir une reconnaissance des terres et de leurs pronoms préférés si vous vous sentez à l'aise dans le clavardage toujours. Alors, les participants aujourd'hui, on commence à gauche de mon écran. J'espère que vous avez le même ordre de gens sur votre écran. Alors, j'ai donc Deb Prowse. J'ai tellement de chance d'avoir pu travailler avec elle et d'avoir pu travailler avec Patients pour la sécurité des patients au Canada. Elle est également la fille de
une de deux personnes qui est décédée en 2004. Et ce périple, si on veut, décrit dans un nouveau travail qui s'appelle Solutions fatales, Fatal Solutions, et comment le système de soins de santé a tiré parti de la tragédie pour se reconstruire et redéfinir sa culture. Et à sa droite, donc au milieu de mon écran, nous avons Ward Flemons, auteur du livre et également professeur au département de médecine de la faculté de médecine de l'Université de Calgary et une personne que l'on connaît depuis fort longtemps et qui se préoccupe de la question de la sécurité des patients et comment l'améliorer. Et dernière personne, mais non la moindre certainement, Wendy Nicklin, qui porte plusieurs chapeaux et a porté plusieurs chapeaux tout au long de sa carrière. Elle se joint à nous en tant que coprésidente du groupe de travail Guérison après les préjudices patients pour la sécurité des patients au Canada. Donc, un accueil chaleureux à nos trois panélistes d'aujourd'hui et on vous remercie du fond du cœur de vous être joints à nous pour vraiment insuffler une vie à cette discussion. Alors, on va demander à nos panélistes de nous parler un peu d'eux et du lien qu'ils ont au sujet que nous allons aborder aujourd'hui en particulier. Deb, je vais commencer par vous, si vous le voulez bien, parce que cette histoire, elle débute avec vous et votre famille, après tout. Et il faut que vous allumiez votre micro. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, je suis ici pour vous faire part de deux parties de l'histoire. Une qui a beaucoup à voir avec ma mère, et je vais vous donner une petite idée du survol, si on veut, de l'histoire de ma mère. Et ensuite, moi aussi, mon histoire en tant que défenseur de sécurité en faveur des patients. Alors, je vais vous parler de mes apprentissages, mes perspectives qui découlent d'un incident qui a eu lieu, bon, il y a quelque temps, ça semble loin, mais en 2004. Ma mère a entamé sa quatre-vingtaine comme étant une femme en pleine forme et très indépendante. Elle était très active au sein de la collectivité et avec sa famille. Elle était une infirmière retraitée et elle approchait toute cette question de soins de santé avec beaucoup de prudence. Elle savait que la question de la sécurité des patients était très importante. Lorsqu'elle a subi sa chirurgie pour le remplacement de ses hanches, elle a demandé d'avoir une épidurale, une péridurale pour pouvoir demeurer réveillée et faire part de ses questions si jamais quelque chose n'allait pas bien durant sa chirurgie. Et il y a plusieurs événements qui ont mal tourné, qui ont mené finalement à sa mort après sa chirurgie, post-chirurgie. Tout de suite après sa chirurgie, 24 heures après sa chirurgie, elle a eu un choc, elle est entrée en choc et a subi une crise cardiaque. Et donc, malgré des membres de famille qui sont des médecins, qui étaient à côté d'elle, qui ont demandé qu'elle soit évaluée et d'obtenir une réponse parce qu'eux étaient capables d'identifier donc sa condition qui était en train de détériorer. Il n'y a eu aucun processus de réaction rapide à l'époque. Après des heures et des heures d'essayer d'obtenir des réactions d'infirmières ou de médecins, elle a fini par avoir une crise cardiaque et la famille était vraiment désespérément en train d'essayer de lui trouver de l'aide et même utiliser l'ascenseur du personnel pour l'amener dans la salle d'urgence pour que un nouveau point de vue se fasse. Bon, un médecin est arrivé et sa première réaction était de parler aux membres de la famille et il a menacé de nous poursuivre parce qu'on créait un bouleversement et qu'on avait bouleversé les infirmières. Après nous faire part de cette question, il est allé évaluer ma mère et il a bien vu qu'elle était en train de mourir. Ma mère avait perdu une telle quantité de sang. Ma nièce, une médecin, m- euh, euh, donc lui a fait une transfusion avec 11 sacs de sang. Elle a passé 12 jours en urgence et ensuite elle a eu sa crise cardiaque. Bon, on n'a rien entendu dire de la part de l'hôpital pour expliquer ce qui s'est passé. Personne n'avait reconnu que quoi que ce soit s'était passé. Et en fait, à chaque tentative de contacter des personnes, de leur adresser la parole, à chaque fois qu'on invitait à l'ouverture, on nous claquait la porte au nez. Ma mère a donc pu récupérer au fil de plusieurs mois. On vient d'une famille juridique. Mon père, ma sœur et moi aussi avons déjà travaillé en cours et on a demandé à notre mère, est-ce que vous voulez qu'on entame une procédure judiciaire? Elle a dit non, je vieillis, je veux pas ça, j'ai besoin de soins. 13 mois plus moi, son cœur endommagé,
n'a pas pu bien fonctionner et il y a eu la tragédie. 24 heures après sa chirurgie du cœur, elle a encore saigné. Les membres de la famille ont soulevé la question à propos de sa détérioration, mais rien n'a été fait jusqu'à ce qu'elle ait à retourner pour subir une deuxième chirurgie. Elle avait vraiment encore beaucoup saigné. Cette fois-là, ses reins n'ont pas récupéré. Elle avait besoin de dialyse et qui a un peu conclu l'histoire. On ne savait pas que 35 sacs de solutions de dialyse ont été fabriqués à l'hôpital, ont été fabriqués dans un système CheckTech avec une liste de vérification produite par le système qui devait être suivi. Les sacs étaient faits et étaient maintenus pour un certain usage. Lorsque ma mère subissait sa chirurgie, un autre patient dans un autre coin avait besoin et lui est décédé de façon surprenante et personne n'a regardé ses niveaux de potassium élevés. Vendredi matin, après la chirurgie de ma mère, le 5 mars 2004, ma mère a reçu son deuxième sac de traitement de dialyse. Et encore une fois, son niveau de potassium était 9,8. Il ne pouvait pas la ressusciter. On a appris plus à propos des 25 sacs de dialyse qu'il avait fait avec un chlorure de potassium au lieu de sodium. Et c'était le début de mon périple dans ma lutte en la défense de la sécurité des patients. Un de mes champions sur ce périple qui m'a accompagné, et je pourrais vous parler davantage de ce périple un peu plus tard, un de ces champions était Ward Flemons. Et je vais céder la parole à Flemons pour qu'il continue cette histoire. Merci beaucoup, Deb, et bienvenue à tous et à toutes. Et merci, Jennifer, d'avoir organisé tout cela et de l'animer. Comme Deb l'a dit, je suis Ward Flemons. Au moment de la tragédie de Deb dans la région Calgary Health, je menais une relativement nouvelle division dans la région de la santé. J'étais directeur médical de l'amélioration de la qualité et information de la santé pour la région de Calgary, qui à l'époque était la région de santé intégrée la plus importante en termes de taille. Lorsqu'on a entendu parler du décès de la mère de Deb et de l'autre situation avec l'autre patient, c'était franchement tout un choc. Nous étions dévastés et il n'y avait pas de solution pour savoir comment y faire face parce qu'on n'avait pas d'histoire, on n'avait pas de référence, on ne savait pas comment faire face aux patients de façon aussi directe, il n'y avait pas d'approche. Alors, avant la divulgation, la plupart des gens n'étaient pas au courant de la question de disclosure, de divulgation, et pensaient plutôt que s'ils avaient donc le courage d'ouvrir la bouche et d'exprimer quoi que ce soit, qu'on pouvait les poursuivre. Donc, les gens se taisaient plutôt, demeuraient muets. Nous en avons appris beaucoup de tenter de faire la bonne chose, guidés par certaines informations qu'on a trouvées ou qu'on est allé chercher de gens comme James Raisin. Nous avons un expert, Jan Davies, un des co-auteurs de mon livre. Et à travers différents moyens, différentes approches, nous avons décidé d'aborder une approche différente à cette tragédie que Deb et sa famille ont vécue et que d'autres patients aussi avaient subi. Alors, au lieu d'apporter quelques changements et de dire que tout était réglé, on a vraiment tenté de décaper, si on veut, tout le système et de s'intéresser aux cultures. Alors, la culture juste de James, c'était très important, et également comment ça s'intègre à la sécurité, à la transparence, ouverture, et encourager les gens à venir de l'avant et d'expliquer ce qui ne va pas bien pour qu'on puisse régler les choses avant qu'on en arrive à une tragédie, mais aussi de réagir correctement lorsque la tragédie survient pour que les patients ne subissent pas de préjudice une deuxième fois. Donc, rien que ça a pris 3 ou 4 ans jusqu'à ce que le Calgary Health Region soit se transformer dans un autre type de service. Mais nous en avons tant et tant appris à l'époque grâce à des personnes comme Deb. Et j'espère que Deb aura l'occasion de nous parler davantage de sa propre transformation, mais comment elle nous a aidés à nous transformer, nous, et notre PDG à l'époque, Jack Davis, qui, grâce à beaucoup d'humilité, on va bien dire, a pu nous dire qu'on pouvait faire les choses différemment et nous a permis d'apporter des changements très importants pour fondamentalement en venir à une culture beaucoup plus sécuritaire dans la région de Calgary. Je vais recéder la parole donc à ma collègue Wendy. Merci beaucoup, Ward. Bonjour et bon après-midi à tous et à toutes. Je suis
Wendy Nicklin. Et même si cela fait très longtemps que je travaille aux soins de santé avec un point focal particulier et un engagement à améliorer la qualité et la sécurité, je participe au sein de ce groupe, comme vous l'avez entendu, euh, comme membre de PPSPC. Je me suis joint à Patients pour la sécurité des patients au Canada il y a environ 2 ans. Très rapidement, après que je me sois joint à ce groupe, on m'a demandé d'être coprésidente pour le groupe de travail et guérison après les préjudices avec ma collègue, avec le but d'élaborer un programme de guérison qui s'appelle le Mutual Healing Program, le programme de guérison mutuelle. Et j'ai bien hâte de partager des éléments sur ce programme durant cette entrevue. Je dois dire que dès le départ, que ESC soutient notre travail, Guérison après les préjudices, et le programme de guérison mutuelle grâce à l'offre de ressources humaines et financières, et nous en sommes très reconnaissants, et de reconnaître l'importance de cette initiative au sein du plan stratégique. Alors, merci beaucoup à ESC. Tous les membres de PPSPC directement ont vécu des préjudices au sein du système de soins de santé. Ma belle-sœur a subi une chirurgie à cœur ouvert en 2010 à 61 ans et s'est réveillée paraplégique. Il s'agit d'une tragédie et ensemble, nous avons vécu une absence de transparence, une absence de divulgation, une absence de soutien pour Anna, ma belle-sœur, ainsi que notre famille. Et oui, nous nous sommes trouvés aux tribunaux pour tenter d'obtenir des réponses. Mon mari, qui est anesthésiologiste dans le monde cardiaque, avons suivi notre famille. Anna a été libérée et on lui a offert d'autres types de services. Elle y a habité pendant 1 an. J'ai eu à vendre sa maison parce qu'elle ne pouvait plus y vivre à cause de sa chaise roulante et le reste, vous le devinez. Bon, c'est bien triste de dire que nous n'avons jamais obtenu de réponse et nous avons perdu notre cause. Et Anna et sa famille étaient donc maintenant endettées psychologiquement et financièrement. Je savais que son histoire devait être racontée et qu'on devait en tirer des leçons. Elle a été Elle était encouragée, mais n'avait plus l'énergie de se joindre à Patients pour les sécurités des patients Canada. Mais je lui ai dit, est-ce que ça vous dérange que moi, je me joigne à ce groupe pour partager ton histoire, notre histoire, et puis peut-être éclairer les lanternes des autres pour les leçons tirées. Elle est morte au mois d'avril de cette année à 73 ans. Des aspects du livre Solutions fatales font écho chez nous. Dans cet hôpital à Montréal, ils ne se sont pas concentrés sur la qualité et la sécurité, ils n'ont pas fait preuve de transparence et la douleur causée chez Anna et d'autres et la famille qui aurait pu être évitée demeure des années et des années. Anna a accepté sa réalité et a perdu sa colère après 3 4 ans. Je dois admettre qu'à titre personnel, ma colère a persisté très longtemps. D'apprendre des histoires de patients lorsqu'il y a des histoires tristes est très puissant, dépeint le portrait de ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, comment guérir et avancer ou ne pas guérir et continuer à sentir cette douleur psychologique. J'ai bien hâte d'avoir cette conversation avec Debbie Ward. Merci d'être là parmi nous. Merci beaucoup, Wendy, et merci, Debbie Ward également. Merci de dresser la table, comme on dit, pour qu'on ait des belles discussions aujourd'hui. Deb, est-ce qu'il est possible pour moi de peut-être vous inviter à reprendre là où vous avez laissé l'histoire? Vous avez, dans votre après-poste de votre livre, vous avez dit, ou votre postface, qu'on est ensemble quand même. Alors, expliquez-nous un peu votre parcours et ce qui a fait que vous êtes devenue une défenseur. Alors, il faut remettre les crédits entre les mains de Jack Davis. Il avait des options, à savoir comment faire face à cette situation avec ces 2 patients qui sont décédés sous sa garde et il a changé des choses. Il a écouté. Moi, ça m'a pris environ 1 an après que ma mère décède et jusqu'à ce que je me trouve dans un état où je pouvais être impliquée avec les systèmes de soins de santé à cause de mon deuil et de ma grande colère. Mais Jack vraiment voulait persister et écouter les patients. Et il a tenu ce symposium à Halifax sur les patients et l'écoute, écouter les patients.
Alors, même contre les conseils des avocats, il a dit, qui lui a dit de ne pas faire cela. Il a dit, je vais inviter des tas de patients qui vont parler de préjudice pour rendre la chose publique. Mais il a persisté et il est allé de l'avant. Et je participais à la réception après que les patients aient raconté leur histoire. Et la salle était fébrile d'émotion. Jim Conway était là et il parlait à Jack. Et il a dit, eh bien là, qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant que vous avez écouté, qu'allez-vous faire? Et il a dit comme ça, à l'improviste, je vais les rassembler dans un groupe. Et j'ai entendu cela. J'étais debout derrière et j'ai entendu ça et je me suis dit, ah, moi, je vais faire partie de ce groupe. Et donc, lorsqu'on m'a invité à me joindre au groupe, voilà, c'est ce que j'ai fait. Et à partir de ce moment-là, j'ai tenté de tirer parti de l'histoire, de l'expérience, des apprentissages de toutes les façons possibles. J'étais membre fondatrice parce que j'étais membre fondatrice du groupe de Calgary, membre fondatrice du groupe Sécurité Patients pour les patients, d'un autre groupe encore, et également à l'origine, je faisais partie du Alberta Health Services Group. Mais c'était de tisser ces liens et de garder l'histoire vivante. À l'origine, euh, c'était beaucoup de gens. Nous avons rédigé un document. Pourriez-vous le regarder? On aimerait que tel patient fasse partie de ce groupe. Pourriez-vous participer? C'était très superficiel, ponctuel. Les invitations n'étaient souvent pas authentiques. C'était vraiment comme cocher une boîte. Mais j'ai été en mesure de voir au fil du temps comme les patients ont pu euh, intégrer ces salles où les prises de décision sont faites, etc. Et j'ai toujours entendu dire que d'avoir un ou des patients présents changeait la nature de la conversation. L'écoute, l'empathie, l'apprentissage, parce que les patients ont une telle contribution à apporter, que ce soit des membres de la famille ou des survivants d'un incident de préjudice, ils détiennent de l'information qui est nécessaire pour mener l'enquête, ou qu'il s'agisse de comment une politique va avoir une incidence sur une autre partie, n'est-ce pas? Un résultat quelconque. Pendant des années, je ne disais non à rien auquel j'étais invitée. Je voulais parler haut et fort. Je voulais m'exprimer. Et le système de soins de santé est d'inviter un patient et vraiment et de ne pas savoir ce que cette personne va dire, ça peut faire peur. On se met vraiment sur la sellette. Mais on a eu comme un champion leader et un des éléments vraiment des plus importants, c'est qu'il y en a des champions. Il en faut à l'intérieur du système, il faut des champions patients, il faut qu'il y ait d'autres organisations parce que Wendy était une de mes championnes également. Elle était chez CPSI et HISPA et c'est une des championnes et je savais que je pouvais l'appeler. Donc, elle était à l'ICSP. Donc, c'est très important. Donc, il est très important de tisser ces liens et que d'autres soutiennent d'autres pour en arriver à ce travail très important. Mon objectif à l'époque était que je voulais parler à une organisation comme celle-ci. Et puis, bon, j'ai pu le faire l'année dernière aussi. Alors, ça a été tout un périple. Mon périple personnel dans ce domaine, Patient pour les patients, c'était de tisser des liens, de raconter cette histoire. Et le livre que Ward et Carmela et Jen Davies ont écrit place tout ça dans un contexte que je pense est très actuel et absolument nécessaire et accorde une perspective pour d'autres organisations à partir de maintenant aussi. Deb, vous rendez mon travail très facile parce que vous venez vraiment de faire un lien parfait pour que je puisse céder la parole à Ward. Ward, alors, vous avez écrit ce livre et ce livre vraiment reflète tout un périple, un parcours vers cette culture plus juste. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus concrètement comment ça se traduit en pratique et où vous en êtes aujourd'hui? Oui, c'est dur de croire, comme l'a dit Deb, qu'il y a 17 ans, 18 ans maintenant, que tout cela a débuté. Tout d'abord,
nous ne le croyions pas vraiment lorsque ça s'est passé, lorsque la réalité a frappé et qu'on a commencé à sérieusement penser à des changements. Vous pouvez aborder des changements, aborder les choses de façon tactique ici et là ou entamer une approche davantage culturelle. Il faut changer les attitudes des gens quant à leur façon d'approcher toutes ces questions. Selon moi, les gens dans les soins de santé ont très, très peur des patients, surtout ceux qui ont déjà subi des préjudices ou si, et là où les membres de la famille n'ont peut-être pas survécu. Donc, il n'y a pas de conversation, il n'y a pas de partage d'informations. C'était une des caractéristiques de Jack, si on veut. Il a été capable de passer au travers, de percer. Nous avons pu placer des politiques qui poussent la culture. Nous avons mis une culture juste en place. Nous voulions que les gens fassent preuve d'une plus grande ouverture lorsqu'il y avait des choses qui n'allaient pas bien, qui n'étaient pas correctes. On voulait aussi tisser des liens avec d'autres patients comme on l'a fait avec Deb. Donc, on a eu une politique de divulgation bien avant que ce soit nécessaire et exigé. On est très heureux de voir que c'est une norme de pratique habituelle aujourd'hui. Ça faisait longtemps que ça aurait dû être mis sur pied. Et la chose extraordinaire était de voir que la guérison était possible si on offrait l'occasion aux gens de se parler les uns aux autres. Du point de vue traditionnel, les patients de famille qui ont subi un préjudice et les prestataires de services ne se parlent pas. Ils n'ont pas le droit de se parler souvent. L'organisation ne fait pas un super travail dans ce domaine non plus. Et la chose remarquable avec Deb, c'est que cela a pris beaucoup de temps et ça n'a pas été vraiment programmé comme tel, mais nous avons pu la connecter avec le directeur de pharmacie qui se sentait très responsable pour ce qui s'est passé à la mère de Deb et l'autre patient qui est également décédé. Ça ne l'a jamais quitté. Ça l'habite pour le reste de ses jours. Il sera habité par cela. Il s'agit d'un individu extraordinaire. Lorsque ces deux personnes se sont rencontrées et qu'ils ont pu partager leur propre histoire et leur propre réalité, c'était un processus extraordinaire pour permettre une guérison accrue d'elle. Et Deb pourrait probablement mieux raconter l'histoire que moi. Ce que nous avons été en mesure de faire, c'était de comprendre qu'il s'agit de guérison, n'est-ce pas, au bout du compte, et de ne pas faire du tort ou de préjudice à des patients une deuxième fois. Nous en avons vraiment beaucoup appris sur comment la plupart des patients et des familles subissent un autre préjudice. Et cet exemple en est un exemple extraordinaire, vraiment qui frappe. Il faut parler aux membres de la famille. Ils méritent une explication, ils méritent des excuses, ils méritent d'entendre comment les choses vont effectivement changer. Et ce qui est remarquable avec Deb et bien d'autres patients encore, c'est qu'au bout du compte, c'est probablement la chose la plus importante, qu'ils sachent que leur expérience négative n'a pas eu lieu en vain, que quelque chose de positif va arriver et que d'autres n'auront pas à vivre ce qu'eux auront vivre. Il faut absolument leur donner cette occasion très précieuse. Merci beaucoup, Ward. Et je vais me retourner vers vous au cas où vous aviez envie de broder suite à ce qu'a dit Ward. Également, je voulais vous faire savoir qu'il y a des commentaires qui passent dans la fonction clavardage et qui reflètent beaucoup de ce que vous venez de dire, Ward. L'occasion de rendre les choses un petit peu plus faciles pour les autres. Ça, c'est très positif, constructif. Je vous invite tous et toutes à ajouter vos commentaires, réflexions, etc., dans la fonction clavardage. Et on fera de notre mieux pour répondre à tout cela plus tard. Mais Deb, si vous aviez envie d'ajouter quelque chose, ensuite, ce sera à vous, Wendy. Alors, laissez-moi revenir à la réunion avec Steve. Steve Long était le directeur de pharmacie et lui avait, selon lui, créé la pharmacie la plus sécuritaire au Canada. Il s'agissait d'un homme là, qui était engagement à la sécurité des patients. Mais dans la création de cette liste de vérification, la substance qui est entre les mains n'était pas sur la liste de pharmacie avec les techniciens. Ils avaient des chiffres avec des boîtes, etc., mais ils n'avaient pas de liste pour le produit qui se trouvait entre les mains des techniciens. Et ça, c'est une ratée et pour lequel il ne s'est jamais remis. Bon, ça a pris 2 ans et il travaillait sur des éléments de sécurité pour les patients et lui, il travaillait sur d'autres éléments. Et puis, donc, on ne s'est pas rencontrés, on ne s'est pas croisés. Et finalement, une femme, Sherry Nelton, qui travaillait entre nous deux, a dit, « Hey, est-ce que vous voulez vous rencontrer? » Et on s'est rencontrés et ça a été vraiment une conversation extraordinaire qui a favorisé la guérison. 2 après ça, on a offert
ce qu'on a fait avec et une femme à la fin de la présentation qui pleurait et je lui ai dit, je m'excuse de vous avoir blessé, de vous avoir fait pleurer. Et je suis la technicienne de pharmacie qui a fait la dialyse, qui a fabriqué la dialyse. Et c'était très, très dur pour nous deux de se voir l'une l'autre. On se pleurait dans les bras l'une de l'autre. Et cela, elle a facilité donc la possibilité de rencontrer elle et son mari après. C'est là qu'a eu lieu la réelle guérison. Mais le conseil et la pratique étaient de ne pas rassembler ces deux entités. Donc, Ward, dans son travail et mon travail, on se concentre tout particulièrement sur le contraire, rassembler ces gens-là. Permettez-leur de se rencontrer. Permettez-leur de parler du processus de ce qu'ils ont vécu comme expérience. Vous seriez très surpris de voir qu'on passe à travers les mêmes émotions, la crainte, la frustration, la honte, enfin, peu importe de quoi il s'agit, les sentiments sont très semblables. Il y a un chevauchement dans la nature des sentiments et comment il est possible pour d'eux de guérir grâce aux conversations que ces entités peuvent avoir, ces personnes peuvent avoir. Il y a les 3 A de la divulgation. Acknowledging, donc reconnaître en français que quelque chose est arrivé. Il est essentiel qu'on ne nie pas cela. Il faut reconnaître que quelque chose est arrivé. Ensuite, il faut s'excuser pour ce qui exige des excuses et la prévention d'empêcher que les choses se répètent. Ce sont des éléments clés et fondamentaux pour vraiment passer à une bonne divulgation, une divulgation de qualité. C'est très important. Et je suis vraiment ravie de voir que Wendy reprend le flambeau pour le programme Harm to Healing, donc de préjudice à la guérison. On est très heureux de voir tout ça. Wendy, alors voilà, on vous a ouvert la porte, la guérison mutuelle. On vous recède la parole. Je ne sais pas à quel point tout cela est un heureux hasard ou est-ce que c'est tout simplement une belle synchronisation. On arrive finalement à point nommé. Bon, ça a pris du temps aussi, ça c'est malheureux, mais nous y sommes, nous sommes là. Plusieurs choses se sont passées. Avec le patient pour la sécurité des patients, les membres qui ont tous vécu des préjudices, les personnes comme moi-même, Deb et d'autres, discutions déjà de comment on peut guérir après un préjudice. Donc, tout cela a été reconnaître par les membres comme étant quelque chose qu'il fallait accueillir. Et comment allons-nous approcher cela? Simultanément, Dr. Diana Alban était en train de débuter sa recherche en doctorat et l'histoire de Deb qui a en fait inspiré Diane à continuer avec ses recherches dans le contexte de son doctorat dans ce domaine. Alors, il y a ce groupe de travail, Healing After Harm, avec le co-chair Dale. On réfléchissait à tout ça, guérison après les préjudices. Ne pourrions-nous pas développer un programme pour faciliter la guérison après les préjudices pour les patients et la famille, mais aussi les prestataires de soins de santé? Et comment pourrions-nous avancer dans ce sens? Et nous avons débuté d'abord du côté justice réparatrice, mais ensuite la recherche de Diane s'est présentée. Et la recherche de Diane démontre que les patients et les prestataires de soins de santé ont de l'empathie l'un pour l'autre. Et plusieurs des participants avaient le sentiment qu'ils auraient eu l'occasion de guérir plus rapidement s'ils s'étaient rencontrés. Et il est important à noter aussi que le programme de guérison mutuelle, et je pourrais élaborer si vous le voulez plus tard, ce n'est pas quelque chose d'unique. Là, voici un gabarit, voici comment tout réparer. Non, ce n'est pas comme ça. Et il faut que tout cela soit intégré au processus de gestion qui existe déjà et accompagné par un soutien psychologique et autres solides pour les patients et les prestataires de soins de santé. Nous, on y a posé un cadre. Et si on veut, on organise un cadre et on explique quels sont les ingrédients et certains des morceaux du casse-tête pour où tout cela peut s'appliquer. Il faut que tout cela soit en ligne avec l'organisation où cela serait appliqué. Et je vais vous dire très rapidement tout de suite, le programme n'a pas été déployé encore. Nous sommes en cours d'identifier des sites de démonstration, des hôpitaux qui seraient prêts à travailler sur un projet de démonstration pour nous et qu'on travaille à leur côté comme conseillers ou en tout cas en capacité d'orientation et qu'on mène une séance, qu'on mène une évaluation complète et qu'on puisse l'améliorer et ensuite la renforcer pour la déployer et l'offrir
de façon plus large. Mais ça revient à l'histoire de Deb, qui est un déclencheur pour la recherche de Diane et en parallèle avec le Healing After Harm et le groupe de travail PPSPC. Et tout cela c'est rassemblé de façon extraordinaire. Et on avance de façon très progressive et certainement de façon très positive. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous, Wendy. Je suis plusieurs des commentaires dans la fonction clavardage. Je vais tenter d'en faire un genre de pot pourri pour vous poser une question. Ward, plusieurs personnes de différentes façons ont parlé de l'importance du courage. Le courage de prendre la parole, mais aussi le courage d'écouter, le courage d'agir dans cet environnement précis. Pourriez-vous peut-être nous en dire un peu plus sur les dynamiques qui ont fait en sorte que tout cela a été possible? Vous avez parlé un peu du rôle de Jack et d'autres pour le Calgary Health Region. Est-ce que la prise de décision pour un changement de culture fondamentale et pour y aller dans ce sens, la reconnaissance de situations telles qu'elles se sont présentées, ensuite la responsabilité d'apporter des changements, mais ce de façon différente. Pourriez-vous élaborer? Merci pour cette question, Jennifer. Pas facile d'y répondre. Je pense que ça nous a aidé d'avoir un mélange de leaders qui n'étaient pas réactionnaires et qui n'allaient pas prendre des décisions à brûle-pourpoint, même si c'était très tentant et même si ça voulait dire aussi qui allait être congédié. Et personne n'a été congédié, personne n'a perdu son poste. Et ça, c'est tout un énoncé, n'est-ce pas, vis-à-vis de l'organisation et vis-à-vis de tous les autres. Cela prenait une famille compréhensive et un membre de famille comme Deb de faire preuve de compréhension et de ne pas de nous mener en justice. Et Deb, très tôt, a dit, nous sommes inquiets des techniciens qui étaient impliqués. Comment se sentent-ils? Donc, il y avait cet aspect très humain. Et ça, ce n'est pas donné à tous, mais ça a fait toute la différence, et je le tiens à le dire. Il y a nos experts sécurité, ma collègue Jan Davies, je vous en ai parlé, et aussi, au même moment, on était en train d'organiser la série Canadian Health Care Series. On appelle ça la série Halifax, là. Donc la série pour les prestataires de soins de santé. Et cette année, Jan avait offert de reprendre cette série de l'organisateur à Halifax. Et nous avons tenté d'envisager cette idée de transparence. On a invité ce patient à Halifax pour raconter son histoire de préjudice. Ce n'était pas à Calgary, hein, je le répète. Et ce programme était offert à Edmonton. Ensuite, ça allait être Edmonton l'année suivante. Nous, on a été fermés 2 semaines avant que la conférence n'ait lieu et on nous a dit, vous ne pouvez pas avoir un patient qui raconte son histoire en direct. Et nous étions choqués par cet élément. Alors, on a parlé avec Jan et d'autres. On a tenté de recommencer à Calgary l'année suivante. Et on est allé voir Jack et on lui a dit, on s'attend à une interférence, là, des gestes posés de quelqu'un en haut, là. Est-ce que quelqu'un va nous aider? Et bon, on a eu raison, on a eu l'aide. Jack a fait interférence et il y a 1000 personnes qui étaient dans le Western Ballroom au centre-ville de Calgary qui a écouté les histoires des patients et qui avaient à avoir le dos large. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont faire la différence, mais la chose la plus importante, c'est de parler et la transparence et de ne pas fuir parce qu'on a peur. Et Jack a écouté Jim Conway, qui à l'époque était fellow pour le Institute Healthcare Improvement, mais aussi l'Institut d'oncologie, qui remonte à une autre tragédie qui a eu lieu en 1984. Et le commentaire de Jim était que les avocats doivent avoir un vote à la table et pas le vote à la table. Et Jack a écouté. Et ça fait toute une différence. Pas que les avocats sont mauvais, ils ont des très bonnes opinions, mais lorsque c'est la seule opinion, parfois on ne fait pas la bonne chose. Il faut qu'il y ait un bon mélange et des leaders suffisamment solides pour dire je vais faire ce que je pense être la bonne chose. Et peut-être que ça va dérailler auprès de certaines personnes, même auprès de beaucoup de personnes, mais si on traite les patients comme il faut, c'est donc la bonne chose à faire. Merci beaucoup pour ces pensées, Ward. Il y en a eu d'autres idées dans la fonction clavardage. Et peut-être que vous allez vouloir en dire plus sur vos expériences. L'importance du fait qu'il est important qu'on puisse vraiment avoir un milieu sûr et à l'écoute lorsque les soins n'ont pas été bien prodigués et lorsqu'il y a eu des préjudices. Alors,
cette suite de conversations où il faut qu'on ait notre espace, en anglais, safe to say, donc l'espace milieu sûr et à l'écoute. Donc, la divulgation, une bonne divulgation et d'obtenir la guérison après les événements négatifs commence bien avant que les choses tournent mal. C'est d'établir la scène, communiquer avec les patients. Ça commence là et bien avant que la tragédie n'arrive. Et cela permet ensuite que si les choses tournent au vinaigre, qu'il y ait un lien de base de confiance qui puisse soutenir tout un chacun durant la période difficile. Souvent, et j'aide avec la formation en divulgation, c'est de vraiment mettre la table dans ce sens, faire preuve de transparence, demeurer ouvert, de faire preuve de cette ouverture, d'avoir ces conversations et d'être transparent. Parce que lorsque les choses tournent mal, c'est là, euh, c'est cet espace-là où l'on veut retourner. Et c'est ce qui va aider durant les périodes plus difficiles. Alors, je pense que c'est l'élément le plus important. Ça commence bien avant que les choses puissent mal se passer. Merci beaucoup pour tout cela, Deb. Et ça, c'est à tous les moments de tous les jours, n'est-ce pas, que c'est important. Oui, effectivement. C'est d'avoir cet engagement plein et entier du patient et tout le monde au sein du système de soins de santé doit faire preuve de cela aussi. Le chirurgien, tous les prestataires, infirmiers, etc. Chaque patient a besoin d'un engagement pour passer à travers leur périple. C'est un privilège pour vous de faire ce parcours avec eux. Il ne devrait pas être perçu comme étant un fardeau ou une difficulté ou quoi que ce soit. Nous étions attribués cet adjectif comme d'être des personnes difficiles. On nous a dit de nous que nous étions difficiles, des personnes compliquées. Et nous ne sommes pas les seuls. J'ai transigé avec bien des patients à qui on a attribué cet adjectif. Ils étaient difficiles, les membres de famille étaient difficiles, on les avait bannis des établissements, on leur a demandé de sortir de l'établissement, tout simplement parce qu'ils étaient des défenseurs. Et dans la majorité des cas où j'ai été impliquée, ils agissaient avec juste cause. Il y avait une raison pour eux, donc, d'agir à titre de défenseur. Ça, c'est un élément particulièrement important, Deb, parce que cela crée une culture de peur où les gens ne s'exprimeront pas parce qu'ils auront peur de se faire dire qu'ils sont difficiles et désagréables. C'est ce qu'on entend dire tout le temps. On entend que les patients ont peur de poser une question ou de peur de s'exprimer parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise d'eux qu'ils soient difficiles et désagréables. Ça ne devrait jamais être le cas. Je me suis trouvée dans des situations où des infirmiers et infirmières ont appelé la sécurité parce que le patient pose des questions et devient compliqué. Et la sécurité a dit, voici ma carte de visite, vous aurez besoin d'un témoin pour la façon dont vous avez été traité. Ça me brise le cœur. Parfois, au cours d'un jour de travail, on oublie qu'il faut porter cette lentille, ces lunettes de sécurité du patient. Merci pour ces commentaires. Wendy, je me demandais si je pouvais me tourner vers vous maintenant avec une autre question qui a été soumise à cause de votre expérience dans le groupe guérison après les préjudices, là, votre expérience un peu plus large. Bon, les thèmes et les commentaires sur l'importance de rassembler ceux qui sont impliqués ensemble lorsqu'il y a préjudice. Est-il essentiel que ce soit les individus comme tels qui aient été impliqués dans l'incident qui soient présents ou est-ce que parfois c'est le représentant d'une organisation qui rencontre les patients et les membres de la famille où un certain temps s'est écoulé ou les employés sont allés ailleurs? Y a-t-il des moments où il n'est pas possible, pour quelque raison que ce soit, pour que les personnes directement impliquées se voient? Et à ce moment-là, c'est quelqu'un d'autre. C'est une excellente question. Il n'y a pas de panacée. Je pense que cela dépend de la situation, du contexte, de l'organisation. Je pense que parfois, au sein de certaines organisations, on a vu ça au fur et à mesure qu'on a travaillé sur notre programme. Dans certains cas, ce ne sont pas les prestataires des soins de santé qui sont impliqués directement dans l'incident, mais le chef ou le gestionnaire ou le directeur qui arrive et qui parle de ce qui s'est passé et qui divulgue, etc. Mais le prestataire de soins qui était là directement au moment du soin prodigué n'était peut-être pas nécessairement la personne qui entame le dialogue ou qui est présente durant le dialogue. Notre intention
serait de rassembler les personnes qui étaient le plus proches de l'incident. D'abord, le chef ou le gestionnaire ou un PDG, et qui soit là ne serait pas l'intention primaire. L'intention réelle est d'avoir ceux qui étaient le plus proches de l'incident présent, ceux qui ont été psychologiquement heurtés par l'événement et la famille du patient et qui veulent, les deux parties doivent avoir envie de se rassembler, de se réunir. Un des défis est d'élaborer les critères selon lesquels il faut juger si c'est une bonne situation où le faire. Et ça fait partie de ce que l'on discute avec le soutien de Diane. Quelles sont les situations où, nous avons effectivement une situation où cette discussion de guérison mutuelle a besoin de voir le jour. Parce qu'on s'attend à ce que la divulgation ait déjà eu lieu, on s'attend à ce que les autres étapes au fil du processus aient déjà eu lieu. Il s'agit d'une autre étape pour favoriser la guérison. Alors, il n'y a pas de magie ou de recette magique, mais idéalement, il faut que ce soit le plus proche des gens qui ont été affectés sur le plan psychologique par l'incident. Ensuite, de l'identifier. Autre point que j'aimerais rajouter, si vous me permettez de le faire, c'est que nous devons, auprès de l'organisation, identifier ceci. Sommes-nous au sein d'une organisation qui a une culture juste? Sommes-nous face à une organisation où l'ouverture, la transparence, la reconnaissance des incidents de la sécurité des patients est quelque chose dont on peut parler et tout cela se fait de façon ouverte? Et comment définir cela? Nous pouvons avoir des mots. Oui, 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 c'est transparent. Oui, oui, c'est ouvert. Mais dans les faits, mais vous et moi, nous avons tous pris part à des situations où non, il n'est pas sûr de parler ici, où les employeurs vont dire, ah oui, c'est ouvert et transparent, mais je vais vous dire quelque chose, mon gestionnaire, si jamais je disais telle ou telle chose, me rendrait la vie difficile. Donc, il y a les mots et il y a les faits. Alors, il faut auto-examiner notre situation, notre organisation, et avons-nous une culture qui est accueillante et qui est réceptive à faciliter cette guérison mutuelle. Et encore une fois, qui sont les joueurs plus près de l'événement? C'est ce qui est l'idéal, c'est l'intention. Merci beaucoup, Wendy. Et je pense que, Wendy, vous vouliez aussi prendre la parole. Debbie, je veux dire. Alors, il y a eu d'autres questions aussi dans le clavardage qui mentionnent le timing de la divulgation. Est-ce que c'est immédiatement après un événement? Il y a certains éléments qui peut-être ne sont pas encore connus. Alors, vos recommandations quant au moment choisi, le moment opportun pour parler. Alors, la divulgation, ça ne se fait pas juste une fois. C'est un processus qui a lieu dans le temps. Et Ward va pouvoir vous le dire, 5 ans après que ma mère ne décède, peut-être 5 ans après le premier incident, donc 4 ans après qu'elle ne décède, il a facilité la médiation entre moi-même et le chirurgien qui a menacé de nous poursuivre. Voilà. À qui il parlait à l'époque était un de ses collègues qui était médecin, ma sœur, qui était juge en cour familiale. J'étais également juge et il nous menaçait de poursuite. C'était épouvantable, dévastateur. Et je m'en suis pas remise pendant très longtemps. Et Ward a fait en sorte qu'il soit possible pour moi de rencontrer ce médecin et d'avoir une conversation. Et ça a disparu. C'est derrière moi. Les choses se sont dissipées. Littéralement, durant le cours de cette conversation, ma vie a changé. Alors, la divulgation, ce n'est pas une fois et c'est terminé. La divulgation débute après un incident, un événement. Oui, on n'a pas toutes les informations, mais on va vous revenir et on va se reparler. Mais on voulait se tourner vers vous et débuter, lancer la conversation. Et aussi, vous pouvez avoir des agents liaison qui sont impliqués durant toute cette période de temps. Et ce que je voulais dire, que ce temps, il n'y a pas un calendrier, il n'y a pas d'échéancier, ce n'est pas une seule conversation, c'est une conversation qui débute et qui continue tout au long du temps. Ça peut être une discussion en table ronde, mais ça peut être aussi en médiation. Un des meilleurs exemples de médiation, il y avait un chirurgien très occupé avec un patient de 24 ans qui a besoin de se faire opérer. Il ouvre l'abdomen avec le mauvais instrument. Il utilise l'instrument avec une lame et la lame, fait en sorte que
le jeune homme de 24 ans meurt sur la table d'opération. Ça leur a pris 2 ans de se rencontrer, le père et le médecin, le chirurgien, parce qu'il y en a, voilà, il y avait il y avait un avocat qui représentait les euh, chirurgiens aussi, qui ont finalement dit qu'ils ont un besoin et un droit de se rencontrer. Il faut qu'ils se parlent. Et ils ont entamé la médiation. 3 heures après, ils en sont sortis. Et le père, tout le monde était en pleurs, évidemment. Et tout le monde a dit, nous avons braillé ensemble, on a appris des choses qu'on ne savait pas. Et voilà, maintenant, on est amis. Qu'est-ce qu'on peut espérer de plus comme guérison? C'est comme ça que ça devrait être. Ça devrait être notre étalon euh, d'or, n'est-ce pas, pour ce qui est de ce qu'on recherche. Oui, ça semble être vraiment un moment extraordinaire. Ah oui, c'est bon pour nous aussi. On en apprend beaucoup. Ward, je vais vous demander d'intervenir. Comment bâtir ce muscle en tant que système? Il y a des commentaires dans le clavardage de situations où le sentiment était qu'il n'était pas sûr de parler, de créer cette culture. Euh, euh, parce que la région de Calgary en santé est énorme et ESC est énorme aussi. Comment s'y prendre? Je pense que ça dépend beaucoup sur le type de leadership qui existe, la nature du leadership. Et ce n'est pas que le leader le plus haut placé, mais il faut qu'il y ait une culture qui débute en haut. Et peut-être qu'on ne fait pas les choses comme il faut à chaque fois, mais on va se parler et aussi on va écouter. Et on va écouter tout le monde, pas que les gens qui nous font des rapports. On va écouter les patients et les familles. On va raconter les histoires des patients. Une des recommandations du AHI qu'on a commencé à Calgary, dont ils ont raconté des choses, des histoires de choses qui ont mal tourné. Et les gens, on peut dire, ici, c'est correct de parler de choses qui ne vont pas bien. Ce n'est pas la seule chose dont on parle. Il y a beaucoup de choses qui vont vraiment très, très bien et on en parle aussi. Mais quand quelque chose ne va pas bien, on en parle aussi. Et ça a une incidence sur la culture parce que ça change la façon de penser, ça change les comportements. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais il faut que ce soit déterminé, il faut que ce soit bien réfléchi, bien élaboré et les gens doivent faire preuve d'engagement. Ça ne peut pas être, comme Dave l'a dit, une boîte qu'on coche là. Ah, OK, j'ai un patient à la réunion, je coche, c'est fait. Non, ça prend du courage et c'est pas euh, que sur le dos du PDG ou d'un leader, mais aussi ça dépend beaucoup de notre système politique, qu'on l'aime ou non, et je n'aime pas ça, mais notre système de soins de santé au Canada est beaucoup trop politisé. Et les politiciens sont beaucoup trop proches du système de soins de santé, à mon avis. Alors, c'est même très difficile pour les PDG et leur équipe de leadership le plus haut placé de faire la bonne chose parce qu'eux doivent guetter ce qui se passe derrière eux aussi, là. Il faut réfléchir. Alors, à quoi sert le système de soins de santé? On ne fait pas toujours tout bien, c'est impossible, mais on peut bien réagir si la culture est améliorée. Alors oui, le leadership est très important, joue un rôle très important. Euh, la compréhension, et j'apprécie beaucoup ce que Deb et Wendy ont dit pour ce qui est de rassembler, d'être rassembleur. Évidemment, il faut faire attention aussi parce que tout cela doit être très bien fait avec une très bonne médiation. Il faut investir dans des bonnes compétences sur ce plan parce que si ce n'est pas fait comme il faut, ça peut empirer la situation. Beaucoup d'occasions de bâtir donc des compétences qui soutiennent les patients et les prestataires de soins de santé qui sont heurtés, frappés, choqués par ces événements et qui en souffrent également. Et on peut faire du mieux pour tout le monde avec ce type d'approche. Merci pour ça, Ward. Il y a bien des gens qui partagent leurs réflexions dans le clavardage et qui apprécient beaucoup tout ce que vous venez de partager. Je suis consciente du temps. Le temps file, ça m'attriste. Il nous reste que quelques instants, mais j'aimerais accorder à Wendy, vous et Deborah, voilà, l'occasion de formuler quelques derniers mots. Wendy, alors un commentaire par rapport à ce que vient de dire Ward. Au sein de notre programme, nous allons recommander que le facilitateur, celui qui fera la médiation, sera une partie tierce de l'extérieur de l'organisation avec des compétences prédéfinies qui seraient exigées et un dossier aussi passé. Voilà, pour que vous soyez au courant. C'est la perspective que nous adoptons à ce stade-ci.
Je pense que le message de cette séance a été très, très fort. Rappelez-vous que la guérison mutuelle et la valeur de cette guérison mutuelle reconnaît que cela prend une expertise et ne peut pas se faire, et il faut que ça se fasse dans un milieu sûr, sécuritaire, et tout ça doit être intégré au processus qui existe déjà d'une organisation, si on veut une guérison thérapeutique réelle, authentique, et aussi de reconnaître que pas tout le monde ne va être prêt, aura envie et en sera capable. Ça prend le bon moment, le bon endroit, les bonnes personnes, mais quand c'est organisé et établi, et que la fondation est là pour établir le tout correctement du point de vue de la communication, les résultats peuvent être très, très sains et très positifs. Merci beaucoup, Wendy. Deb, quelques dernières paroles? Je pense que d'avoir l'objectif en tout temps en tête, c'est-à-dire la guérison, que la guérison soit l'objectif dans toutes les interactions dans le domaine des soins de santé et de viser cela. Je n'en dirai jamais aussi à propos des champions, le besoin d'avoir des champions. Et je vous lance le défi, soyez le champion de quelqu'un. Soyez ce champion pour faire en sorte il soit plus facile pour aider quelqu'un à guérir. J'avais Sharon Nettleton qui est en ligne comme liaison dans le Calgary Health Region. J'avais Marianne Irwana à l'ICSP qui était toujours là, Ward, déjà comme Wendy, et d'autres organisations à l'extérieur. Trouver des champions est primordial. Et je vois Ryan aussi, et qui vient d'ajouter quelques mots. Tout à fait. Quand nous travaillons ensemble, et quand on a si bien travaillé pour la sécurité des patients au Canada, ça a été difficile parce que personne n'avait fait face aux besoins émotifs de tout ce groupe de gens qui se sont rassemblés. Ça ne s'était jamais fait. Il faut reconnaître cet élément. C'est un enjeu émotif pour les prestataires de soins de santé et pour les familles. Donc, j'ai eu la grande chance d'être mise en contact avec toutes ces personnes. Et Jack Davis est mon réel champion parce que lui a eu le guts de dire, le courage de dire, on ne va pas cacher ça, on va en parler haut et fort. Merci beaucoup, Deb. Et sur ce, je dois vous remercier tous autant que vous êtes, les trois panélistes et tous les autres, tous ceux qui ont partagé dans la fonction clavardage et qui nous ont fait part d'histoires très percutantes et ont partagé leurs commentaires. Et puis, bon, la divulgation n'est pas quelque chose qui se fait une seule fois. La discussion non plus n'est pas terminée. Ce n'est pas un événement unique. Personne ne me paye pour dire ceci, mais si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller chercher le livre Fatal Solutions, vous devriez, sans plus tarder, on y lit des descriptions très percutantes. Et le livre entame aussi le comment avancer à partir de ces événements. Et Deb, personne ne me paie aussi. Commencez aussi par lire euh, le, le post-fast, Deb également. Alors, moi, ça m'a beaucoup aidé, j'ai beaucoup apprécié. Et on va continuer ces conversations. La semaine sur la sécurité aura lieu le mois prochain, Safety Week. Alors, je vous encourage à nous suivre et on continue à améliorer, à faire travailler nos muscles de leadership pour avoir ces conversations très positives. Et je vois encore toutes sortes de commentaires très positifs qui arrivent dans la fonction clavardage. Votre rétroaction va nous aider à améliorer ces séances. Regardez, il y a un questionnaire. Je vous en prie, ça va nous aider. Ça va nous aider à mieux coordonner les choses pour l'avenir. Donc, c'est très précieux. Et encore une fois, merci à Deb, à Ward, à Wendy. Merci de vos réflexions. Merci de votre générosité et d'avoir tout partagé, tout ça, ces apprentissages. Et j'ai bien hâte de continuer sur ce chemin avec vous. Mais malheureusement, nous devons mettre fin à l'événement d'aujourd'hui. Passez une excellente journée aujourd'hui et encore merci à tous et à toutes. Merci Jennifer, Wendy et Deb. Merci à tous et à toutes. Merci.